Bon, eh bien, il est 14h32, je vous propose qu'on démarre. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette webconférence sur le sujet de l'honorabilité des encadrants et dirigeants. Je pense qu'il a été difficile de passer cette année à côté de l'actualité malheureuse, on va dire, sur les questions des violences sexuelles dans le sport qui ont assez largement éclaté dans la presse, prioritairement autour de la Fédération des sports de glace, très récemment sur la Fédération de judo. Par conséquent, le ministère des Sports a décidé de mettre en place un nouveau dispositif ministériel pour essayer de pallier à ces problèmes qui ont été rencontrés dans les clubs. Et donc, du coup, il y a un dispositif qui se nomme le contrôle de l'honorabilité des encadrants dirigeants qui a été dévoilé et qui va être mis en œuvre à partir de janvier 2021. Donc, je vais proposer à Charles de nous expliquer tous les contours de ce nouveau dispositif. Comme à l'habitude, pour ceux qui ont déjà été présents sur ce cycle de webconférence et pour les nouveaux, sachez que c'est une webconférence qui est interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou directement avec votre micro quand on n'est pas très très nombreux. On va être en capacité, je pense, de gérer ça. Et voilà, je pense qu'on peut démarrer. Merci Fanny. Bonjour donc à toutes et à tous. Si tu peux passer à la diapo suivante, je vais reprendre un petit peu le contexte que Fanny a commencé à décliner en remontant un petit peu plus loin pour que ceux qui ont eu l'occasion d'être soit éducateurs sportifs professionnels avec un diplôme d'État, soit d'être dirigeant employeur d'un éducateur sportif ou d'une éducatrice sportive diplômée d'État, vous savez que depuis très longtemps maintenant, il y a un contrôle de l'honorabilité qui ne s'appelle pas comme ça, mais des professionnels du sport qui prend la forme d'une carte professionnelle que tout diplômé d'État qui récupère suite à son diplôme un emploi salarié dans le domaine du sport doit faire la déclaration de son activité. C'est dans la loi de 84 sur le sport, doit déclarer son activité à un service de l'État chargé des sports, en l'occurrence à l'époque les directions départementales jeunesse et sport, aujourd'hui les directions départementales de la cohésion sociale. Et dans cette déclaration figure la notion d'honorabilité avec le contrôle qui est fait de l'extrait de casier judiciaire B2 de la personne pour voir si elle n'a pas été condamnée par le passé à des faits de violence sexuelle notamment, mais pas uniquement, tout fait qui serait répréhensible et incompatible avec la fonction d'éducateur ou d'éducatrice sportive. Donc ce contrôle a toujours été effectué. Suite au contexte que Fanny vous a présenté sur les événements de la Fédération des sports de glace, la ministre Roxana Maracineanu a voulu s'emparer de ce dossier-là et a réagi très rapidement et très fortement. D'abord en envoyant un premier courrier, c'était le 10 janvier 2020, puis en organisant dans la foulée, le 21 février, une convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport qui a accouché d'un certain nombre de mesures, dont le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'honorabilité des encadrants bénévoles sportifs. Et on va avoir l'occasion de revenir longuement sur le périmètre que cet encadrant bénévole revêt. À partir de septembre 2020, ça a été la mobilisation générale pour la rentrée sportive dans les conditions de crise sanitaire que vous savez, donc relativement complexes. Mais Fanny vous l'a dit, le dispositif du contrôle de l'honorabilité des encadrants sportifs sera officiellement mis en œuvre et effectif sur tout le territoire à compter du 1er janvier 2001. Mais notre fonctionnement, notamment à l'UFOLEP, mais pas seulement dans le domaine du sport, il est souvent en année sportive et non pas en année civile. Et donc, les prises de licence se faisant plutôt pour beaucoup de disciplines et de fédérations à partir de l'été ou de septembre-octobre,
il a fallu donc se mobiliser, notamment avec la Ligue et avec Pascal Marel qui gère le logiciel Web Affiligue, pour qu'on mette en place ce contrôle de l'honorabilité des encadrants. Donc, pour revenir un petit peu sur les différentes mesures, le premier item, il renvoie à ce que je vous ai dit en premier, à savoir que jusqu'à présent, seuls les éducateurs sportifs professionnels étaient contrôlés quand ils étaient dans un cadre privé. Par contre, les cadres d'État, dont je suis, n'étaient pas contrôlés. Et donc, il y a quelques semaines déjà, l'État a contacté l'ensemble des conseillers techniques sportifs, c'est-à-dire les gens comme moi, comme Pierre, comme Jennifer Areto, comme Isabelle Chussot et d'autres, pour aussi contrôler notre propre honorabilité. Et nous avons aussi, depuis le début de l'année sportive, un contrôle donc des cadres techniques sportifs avec l'attribution d'une carte professionnelle. Donc, nous sommes au même régime et d'ailleurs, nous déposons notre dossier sur la même plateforme web que les éducateurs sportifs professionnels. Cette carte professionnelle sera contrôlée annuellement et les fédérations sont chargées de faire en sorte, donc là concrètement, Pierre nous a demandé formellement de nous mettre en règle avec le contrôle de l'honorabilité des cadres techniques sportifs. Ensuite, et c'est donc la principale mesure qui nous intéresse, les deux suivantes qui sont surlignées en jaune, la vérification automatisée de l'honorabilité des encadrants bénévoles et dirigeants des associations sportives. Et ceci va se faire à compter du 1er janvier avec un dispositif informatique qui sera mis à notre disposition. Donc là, je rentre un petit peu, j'ouvre le capot et je rentre dans le moteur. Quelle forme ça a pris? Vous savez qu'on est maintenant à l'ère du numérique, on essaye de simplifier les procédures. Donc, en fait, toutes les personnes qui ont été en France, quel que soit leur domaine d'intervention, toutes les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale et qui figurent au FIGES, c'est le fichier informatisé de toutes les personnes qui ont commis des infractions sexuelle. Ce fichier, donc, qui existe depuis plusieurs années, c'est un fichier qui comporte des champs avec le nom, le prénom, la date de naissance, etc., etc. Donc, en fait, le ministère a commencé par nous demander d'organiser nos données concernant nos licenciés pour corréler les différents champs de nos licenciés pour qu'elles puissent interroger ces champs et voir si une personne que nous allions déclarer en tant qu'encadrant bénévole ou dirigeant figurait sur le fichier informatisé des délinquants à caractère sexuel. Donc, nous avons d'ores et déjà organisé ces données. Vous avez dû voir, pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont fait leur procédure d'adhésion, que lors de du remplissage de votre fiche d'adhésion, vous avez eu un petit cadeau, là, une petite nouveauté où on vous demande si vous êtes un encadrant bénévole ou un dirigeant. Alors, chez nous, ça va s'appeler dirigeant ou animateur. Et en cochant cette case, que vous acceptiez le fait que vos données, donc des données à caractère personnel, vous étiez informé que ces données étaient transmises dans le cadre non pas de la loi, mais d'un dispositif gouvernemental mis à disposition de l'État à fin de contrôle. J'ai bien dit, alors peut-être que c'est après dans les diapositives, dans une autre diapositive, mais je ne m'en souviens pas forcément, mais on le verra après, c'est pas bien grave, il fait bon répéter parce qu'on est sur de l'administratif. Donc, encadrant bénévole, chez nous, animateur, et dirigeant. Donc, concrètement, animateur pour nous, ça va concerner toutes les personnes qui ont une intervention pédagogique, d'animation, d'encadrement, d'entraînement, d'accompagnement d'autres personnes, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Ça arrive, c'est pas parce qu'on est mineur qu'on ne peut pas être en infraction
et commettent une infraction sexuelle avec un autre mineur et même avec un majeur. Et le fameux fichier des infractions sexuelles recense les majeurs et les mineurs. Donc, ceci pour le côté animateur. Donc, concrètement, puisque je vois la petite pastille vidéo de Fanny, donc je pense à la gymnastique, concrètement, une jeune fille qui aurait 15 ans et qui aiderait à guider, à parer, à faire la chorégraphie d'une séance de gymnastique avec des gamines de 10 ans, elle est soumise à ce contrôle. Tout comme le président du club ou la présidente du club. Et c'est donc, j'en viens au deuxième volet, le volet dirigeant. C'est simple. Toute personne élue au sein d'une association UFOLEP, d'un comité départemental, d'un comité régional ou de l'UFOLEP national est également concernée par ce contrôle. Enfin, vous avez la dernière mention en bas qui est est-ce qu'on peut appeler ça la cerise sur le gâteau? Je ne sais pas. Pour l'instant, à l'UFOLEP, on s'en prive, c'est-à-dire que le texte de la ministre prévoit que les fédérations, suite à un vote en AG, alors vous n'êtes pas sans savoir que les AG à l'UFOLEP en ce moment, c'est un peu comme partout, c'est l'Arlésienne. Hein. On en parle, on s'y inscrit, mais elles n'ont pas lieu parce que la crise sanitaire fait que c'est reporté. Mais bon, quoi qu'il en soit, le texte dit que suite à un vote en Assemblée générale, les fédérations peuvent décider de soumettre à un contrôle d'honorabilité d'autres catégories de licenciés en contact avec les mineurs. C'est extrêmement important, donc, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est une suggestion qui est faite et pas une obligation. Il y a une liberté qui est donnée aux fédérations qui sont souveraines pour développer le contrôle à d'autres populations. Et donc, pour ce qui concerne la fédération, le comité directeur national s'emparera ou non de cette disposition pour étendre le contrôle à d'autres publics ou pas. Alors, ça ne peut pas être n'importe qui non plus, c'est bien précisé, il s'agit d'un autre type d'encadrement qui, chez nous, va concerner les officiels. On a déjà eu plusieurs fois la question. Je vais reprendre mon exemple de la gymnastique. Je suis juge à la gymnastique. Est-ce que je suis considéré comme dirigeant? Est-ce que je suis considéré comme encadrant bénévole? Est-ce que je suis officiel, animateur? Je suis officiel, et les officiels, comme un commissaire de piste en moto, comme un arbitre au football, ne sont pas à ce jour concernés par le dispositif. Par contre, j'ai vu aussi apparaître la pastille de l'ami Lionel, quelqu'un qui serait arbitre de foot et membre du comité départemental de la Creuse, UFOLEP, c'est en tant que dirigeant qu'il va être soumis à ce contrôle. Comme vous l'a dit Fanny en présentation, si vous avez les moindres questions, nous ne sommes pas très nombreux, je vous invite à poser les questions directement, parce qu'on est avant tout là pour vous aider à comprendre et à répondre à vos questions, et peut-être que vous aurez mangé vos questions à la fin, donc n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas forcément le chat, mais Fanny, tu m'arrêtes si besoin. Eh bien, je veux bien passer à la diapo suivante. Donc, l'échéancier de mise en œuvre. À compter du 1er janvier, la plateforme informatique dédiée à ce contrôle va être mise en place. Là, c'est transparent pour vous. C'est juste l'outil qui va être mis par l'État. La fédération, donc là, la Ligue, Web Affiligue, va transmettre l'identité des licenciés concernés par le contrôle. Et c'est là où je vais m'arrêter pour reprendre ce que Natacha, qui est également présente, Mouton-Levray, avait remarqué lors du bulletin d'adhésion en septembre. Jusqu'à présent, volontairement, le champ dont je vous ai parlé, où la personne atteste de son consentement ou de son information sur le dispositif, n'était pas discriminante. Elle n'était pas obligatoire pour aller plus loin dans le bulletin d'adhésion, parce que sinon, ça aurait été précédé le dispositif. Par contre, à partir du 1er janvier, quelqu'un qui va prendre sa licence le 1er janvier, si elle ne consent pas à ce contrôle, elle ne pourra pas prendre sa licence. Et toutes les personnes qui
depuis le début de la mise en place du bulletin d'adhésion, ont coché cette case, vont être relancées à partir du… Non, d'ailleurs, ne vont pas être relancées. Elles auront précédé le dispositif, mais nous allons les rentrer dans le dispositif de contrôle d'information auprès du ministère. Ensuite, la fameuse vérification automatisée, la corrélation, la correspondance entre les données que chaque fédération va transmettre et le fichier national des infractions sexuelles. Ensuite, la notification par le ministère aux personnes, c'est-à-dire que si je suis si j'ai commis une infraction sexuelle, que j'ai été condamné, que je suis sur le fichier et que j'ai été à ce point pas malin pour prendre un bulletin d'adhésion et cocher comme quoi j'étais un vilain garçon, le ministère va me voir et va m'écrire et va me signifier, me rappeler à mon incapacité. Et c'est toujours transparent pour vous, la fédération, au niveau national, va être informée en disant « Monsieur le Président, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Bourget, qui est chez vous, il figure au fichier, faites ce qu'il faut en interne, en disciplinaire, en exclusion, en refus de licence, etc. » L'État se chargeant de la partie pénale, puisque la personne se met en infraction par rapport à sa condamnation. Donc, je tiens à vous rassurer en tant que responsable associatif, la procédure pour vous est transparente. Vous n'avez rien à déclarer si ce n'est vous-même et vous ne serez encombré, on va dire, d'aucune responsabilité en retour quand il y aura un problème. Ce sera fait à un niveau plus haut. Vérifier la compatibilité de WebAffiliG avec le FIGS, ça c'est fait, hein, ça a été fait il y a déjà deux ou 3 mois avec Pascal Marel, donc on espère que évidemment tout ça va fonctionner, mais ça c'est de la gymnastique interne entre les services informatiques. Et le dernier point, c'est le renforcement du lien entre fédération et État. Que je vous ai déjà présenté lors de la première diapositive, il n'y a pas forcément besoin. Et puis, bien, enfin, la dernière petite mention qu'il y a en bas, eh ben, ça me concerne, puisque donc Pierre Chevalier a choisi de me confier cette mission de correspondant en charge de la lutte contre les violences sexuelles dans chaque fédération. Et là, c'est l'occasion pour que les choses aussi soient plus claires dans votre esprit, et que vous reteniez les noms. À la Fédération UFOLEP, en fait, il y a 2 personnes qui sont particulièrement concernées par ce sujet. Il y a Jean-Philippe Véronique, qui aurait pu intervenir aujourd'hui, mais qui n'était pas disponible, et qui, lui, se charge de toute la partie prévention et lutte contre les violences sexuelles, et moi qui suis sur la partie administrative, réglementaire, contrôle. On peut passer à la suivante s'il n'y a toujours pas de questions. Charles, du coup, je t'arrête. Il y a une question de François qui s'interroge par rapport aux licenciés qui ont pris leurs adhésions avant le 31/12. Comment ça va se passer pour eux? Pour eux, pour ceux… Il va y avoir en fait un rappel, c'est là où j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les gens qui, depuis le 1er septembre et jusqu'au 31 décembre, ont coché la case dirigeant ou animateur, à partir du 1er janvier, la moulinette de l'informatique va les intégrer dans le processus. Pour tous ceux qui auraient rempli leur bulletin d'adhésion en disant « je suis animateur » ou « je suis dirigeant » et qui n'auraient pas coché la case, eux, ils vont être relancés pour le faire. Je ne sais pas si c'était clair. Ok, enfin, moi de mon côté, c'était clair. Si François, ça ne l'était pas, peut-être que tu peux le dire. Et il y avait une autre, une autre question. Ah, vas-y, je te laisse intervenir, François. Oui, c'est François qui voulait intervenir. Oui, jusqu'à présent, oui, c'est moi qui interviens. Vous m'entendez là ou pas? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. D'accord, pardon.
En fait, on va se retrouver avec un grand nombre de dirigeants qui se sont cochés. Alors, moi, je n'entends pas, en fait. C'est un Oui, robot. moi non plus. Ils sont Alors, sportifs, mais ils n'ont pas. J'étais obligé de me connecter au téléphone, c'est instable. Ah, d'accord. On va se retrouver avec un grand nombre de dirigeants qui se sont cochés en tant qu'animateurs parce que pour eux, ils ne sont pas dirigeants vis-à-vis de l'UFOLEP et ils sont sportifs, ils ont coché sportif. Comment on rattrape tous ces gens-là? Alors, attendez, je suis pas sûr d'avoir compris. Ils ont coché. Alors déjà, c'est pas une coche. Elle est pas exclusive. Je pense. On peut être dirigeant et sportif et animateur. On est d'accord, mais la réalité du terrain, c'est qu'on a beaucoup de dirigeants sur un comité directeur d'association qui ont dit qu'ils étaient sportifs, mais qui n'ont pas coché qu'ils étaient dirigeants. Alors, là, c'est un principe. Oui. Dans cette histoire, donc ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous soulignez sans en prononcer le mot, mais on est sur une procédure déclarative. C'est la responsabilité de chacun de déclarer ce qu'il se pense être. Donc, si un dirigeant d'un comité, d'un conseil d'administration d'association s'est déclaré en tant que sportif et a omis de se déclarer comme dirigeant, c'est sa responsabilité de ne pas avoir déclaré sa fonction. Après, je pense que ce dispositif est nouveau, donc il doit être accompagné, mais mettons que vous soyez le président de cette association. Vous avez votre responsable de la commission éducative qui encadre la gymnastique et qui est membre du conseil d'administration. Vous remplissez les licences pour votre club, vous les transmettez et vous vous apercevez qu'il s'est déclaré comme sportif et ni comme élu et ni comme animateur. Là, il y a un petit souci. Il a fait une erreur. Donc, il va falloir lui demander de corriger. Maintenant, il y a aussi du côté des personnes possiblement en infraction. On n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des gens qui soient un petit peu malins et qui, après avoir commis des violences, évitent évidemment de cocher la case qui va bien pour ne pas subir le contrôle. On est encore une fois sur du déclaratif. Ça reste un dispositif qui est adapté aux fédérations et qui est destiné à prévenir. On n'est pas un service de police, ni nous, ni vous, en tant que responsable de comité ou d'association. Mais là, ce que vous me déclarez, ce que vous me dites sur la procédure déclarative, c'est que la personne a oublié de cocher la bonne case. Sauf si je n'ai pas compris. Ça, si, mais ça serait intéressant d'avoir des échos des autres comités. Jusqu'à présent, pour nous, cocher dirigeant n'était pas l'obligation de l'adhérent pour déclarer son statut. Cocher dirigeant, ça a été pendant longtemps une possibilité de s'exonérer de la part assurance. Et je pense qu'effectivement, ça serait intéressant de vérifier auprès des autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en toute bonne foi, n'ont pas coché dirigeant parce qu'ils sont un membre de leur association élue et qu'ils y sont allés comme ça, mais que derrière, ce sont surtout des sportifs. Et à mon avis, cette situation est loin d'être marginale. Mais ça serait intéressant que d'autres comités confirment ou infirment la vision que j'ai des choses. Alors, est-ce que Charles, tu veux réagir à ce que François a dit? Sinon, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Pour finir avec François, juste en 2 mots, dire que le dispositif, il est mis en œuvre officiellement au 1er janvier et qu'à cette date, et pour cette date, et cette webconf fait partie du dispositif, il va y avoir un accompagnement et une communication pour que le maximum de gens cochent les bonnes cases en sachant pourquoi elles le font. Ce que vous soulevez sur le fait, pour certains, d'avoir longtemps coché une case qui permettait en fait une exonération,
Je pense que là, ils vont y réfléchir peut-être à 2 fois parce que c'est jamais forcément agréable de donner ces données, de transmettre ces données personnelles, même si on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Voilà, c'est pas rock'n'roll. Donc, il y a déjà ce point-là. Et puis, l'information qui est faite auprès de toutes les instances de la fédération, des comités départementaux et régionaux, et au club, une partie en direct de la part de la fédération et une partie par les comités, va être précisément de relayer les informations que nous vous transmettons aujourd'hui. Fanny? Oui, alors, parmi les questions, on a Marco qui nous demande si l'information qui va être communiquée à la fédération, par exemple, des suites du constat d'une personne qui n'est pas en règle, est-ce que l'information, elle va redescendre jusqu'au club? Comment ça se passe à ce niveau-là? Pour l'instant, sur ce sujet-là, la doctrine n'est pas établie. Je pense que c'est bien parce que c'est un petit peu tôt, qu'on n'a pas encore été nous-mêmes forcément accompagnés par le ministère, c'est-à-dire que en dehors des informations que je vous ai données, pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments tangibles sur le comment faire, comment agir, parce qu'encore une fois, on n'est ni des juges, ni des commissaires de police. Et nous, on est des responsables associatifs, salariés ou élus. Et la conduite à tenir vis-à-vis du président d'association ou de la présidente ou du conseil d'administration, c'est quelque chose qui doit se mesurer. C'est-à-dire que si il y a une personne, je vais vous donner 2 exemples qui nécessitent pour moi, si j'avais à décider aujourd'hui, un traitement différent. Il y a quelqu'un qui a fait 10 ans de tôle parce qu'il est un violeur récidiviste. Il a été pris dans une association le jour où le fichier le détecte. Le lendemain, les flics vont être chez lui et ils vont l'envoyer en prison. On est bien au-delà de l'associatif. Donc là, le président d'association, au plus, il sera informé, monsieur machin qui est licencié dans votre club a été détecté et il a été emprisonné. Point. C'était l'une des questions, effectivement, de Bruno qui disait quelle était la responsabilité du président de l'association. Est-ce qu'elle sera engagée et à quel niveau? Non. Donc là, il n'y a pas de… La responsabilité d'un dirigeant associatif ne peut s'entendre que s'il a commis des faits ou s'il s'est exonéré d'une action qu'il aurait eu à faire. Mais là encore, on dépasse complètement notre cadre. Prenez l'exemple, il n'y a pas d'histoire d'honorabilité, mais prenez l'exemple, il y a un président d'association, il est alerté par une maman que sa fille a subi des attouchements sexuels de la part d'un éducateur. À partir du moment où il est dépositaire de cette information, et s'il n'en fait rien, sa responsabilité peut être engagée. Mais là, il n'y a rien de spécifique au contrôle d'honorabilité en termes d'engagement de responsabilité, puisque l'information et le lien, il est fait entre le ministère et l'UFOLEP national. Donc, s'il doit y avoir une procédure à faire, la personne qui va en être l'objet, tout comme le président d'association, seront chargés de la respecter. Là où la responsabilité d'un dirigeant pourrait être engagée, c'est si nous, on fait une exclusion, une radiation d'une personne sur la base du fait qu'elle est en incapacité et que le lendemain, on la voit traîner dans le club et faire un ping-pong avec le président de l'association. Mais ce n'est pas une responsabilité au titre de président, c'est une responsabilité au titre de personne. Donc, par exemple, dans le cas où, tu sais, tu nous disais, une personne, elle peut volontairement ou involontairement ne pas cocher la case dirigeant. Il ne peut pas être reproché à un président de ne pas avoir fait attention à ce que l'ensemble de ses éducateurs cochent bien la case. Mais je ne sais pas comment Est-ce qu'aujourd'hui, dans la procédure à l'UFOLEP, les présidents d'associations visent toutes les demandes d'adhésion des licenciés?
est-ce que la procédure d'adhésion est validée? Parce que si moi, je suis président d'association et si mon trésorier n'a pas rempli la case dirigeant et que je dois, moi, donner ma signature pour qu'il dépose son bulletin d'adhésion, je vais au minimum lui rappeler. Et s'il ne le fait pas, je vais le signaler. Ça pose un souci. François, tu as ouvert ton micro. Peut-être que tu voulais intervenir par rapport à ça? Oui, il y avait une question. Et non, la réponse, c'est que les présidents délèguent ça à d'autres personnes. Ça dépend de la taille de l'association. Mais les présidents ne visent pas systématiquement l'ensemble des licences qui sont déposées dans leur association. Enfin, j'en serais très surpris. Donc, si c'est un acte individuel, la responsabilité du président ne peut pas être engagée. Et je dirais que, enfin, moi, je préfère, hein, je vous dis clairement que je préférerais que ce soit comme cela, parce que ce serait faire porter aux responsables associatifs une mission de police, entre guillemets, ou de vérification de déclaration lourde. Et, bon, je sais pas, beaucoup d'entre vous, peut-être tout le monde, a plus de vécu UFOLEPien que moi et je ne suis pas adhérent moi-même à l'UFOLEP. Donc, qui peut nous confirmer qu'un bulletin d'adhésion, c'est un acte individuel qui ne dépend pas de la signature de son président d'association ou l'inverse, ou ça dépend des endroits? Je peux prendre la parole? Oui. Oui, bien sûr. Eh ben, en tant que présidente d'association, je vérifie toutes les licences et je vérifie que tout est coché. Parce que la présidente est toujours responsable s'il y a un souci. Mais cette initiative… J'ai fait actuellement un signalement d'un des éducateurs d'un club qui a envoyé des messages pas très clairs à un enfant de 14 ans. Je pense que Charles, il a dû avoir connaissance de cette information. Oui. Oui, on est d'accord? Oui, oui, oui. En tant que enfin, je pense que le président est toujours responsable au niveau des licences. Moi, j'ai 400 ou 450 licences, je vérifie tout. D'abord, c'est moi qui les enregistre sur le web. Mais alors, j'entends ce que vous dites sur le fait que c'est vous qui le faites. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez à le faire? Est-ce que c'est vous qui prenez l'initiative parce que vous considérez que de toute façon, vous êtes responsable? Exactement. Ou est-ce que c'est la procédure qui vous le demande? Ben, de toute façon, il y a des codes, donc c'est quand même mieux que ce soit le président qui ait les codes, que les codes ne se promènent pas partout. Natacha? Oui, je vais aller dans le sens de Catherine. Effectivement, pour moi, c'est tout à fait de la responsabilité de l'association. Et en sachant que même si la personne fait elle-même sa déclaration de licence, par le biais du web affilié, c'est bien le président ou la présidente qui va valider celle-ci. Donc, dans tous les cas, il doit s'assurer que ce soit correctement coché. D'accord. En tout cas, moi, sur mon association, je fonctionne comme Catherine. Il y a Michel aussi qui souhaite intervenir. Oui, moi je me posais la question, le web affilié, s'il n'a pas coché, elle ne passe pas, elle ne peut pas être validée. Aujourd'hui, si. C'est ce qu'on avait vu avec Natacha il y a quelques semaines, c'est que Pascal… Oui, mais je suis d'accord, j'ai vérifié aussi, parce que je suis dans le même cas, mais à partir du 1er janvier, ça ne passe plus. Non. D'accord. Mais ça n'empêche pas quelqu'un de faire une fausse déclaration. Mais il y a plein de moyens de faire une fausse déclaration, parce que du moment qu'il écrit sur sa date de naissance, il fait mal un 2 et que ça revient à 8, si c'est le 18-12 au lieu du 8-12, ils ne retrouveront pas la personne non plus. Hein. Donc, il faudrait faire à chaque fois, effectivement, contrôler avec la date, le lieu de naissance, etc. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Je pense que peut-être ce qui sera nouveau désormais, c'est le fait de devoir être très attentif à ce que les personnes cochent en tant que sportif ou en tant que dirigeant. Puisque quand on est dirigeant, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on est contrôlé. Enfin, dirigeant et animateur. Je pense que là, il y a une question importante qui a été soulevée et qui doit être éclairée avant le 1er janvier. Et je vais prendre la tâche du ministère pour avoir des informations précises sur le niveau de responsabilité du président de l'association quant à une fausse déclaration de son
son responsable. Est-ce que la procédure pourrait être le président d'association signale à l'UFOLEP national que tel ou tel dirigeant a fait une fausse déclaration et donc il a pris sa responsabilité d'informer par rapport à un dysfonctionnement, à défaut d'avoir la responsabilité informatique de valider ou pas une licence. Si le président, à ce jour, c'est lui qui a le pouvoir pour valider une licence, ben, sa responsabilité est plus grande et c'est un poids qui lui est une responsabilité qui lui est donnée. Donc, c'est à éclaircir par rapport au ministère pour que, d'une très bonne intention de départ et de mise en place de ce contrôle, on ne se retrouve pas à poser plus de problèmes aux braves dirigeants associatifs qui donnent beaucoup de leur temps qu'aux gens qui ont commis des infractions. Il y a Bruno par la suite qui voulait poser une question. Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoute, Charles, tu viens déjà d'exprimer, alors c'était plus une réflexion qu'une question. Si effectivement, quelque part, les dirigeants d'associations doivent, entre guillemets, faire la police dans tout ça, ça risque de devenir très compliqué pour beaucoup d'associations où, on le sait tous, je suppose que tout le monde est logé à la même enseigne, c'est que des dirigeants d'associations sont des personnes en voie de disparition, et si on leur confie encore des missions de contrôle, etc., qui sont complètement nouvelles et qui, alors je ne sais pas comment ça se passe dans vos départements, mais moi j'ai eu des réflexions à ce sujet où c'est un sujet très sensible. Hein. Et quand je dis très sensible, c'est à la fois sensible du fait que ces gestes sont gravissimes et doivent être absolument, comment je dirais, anticipés, mais qu'en même temps, on donne un espèce de pouvoir de censure, de sanction, vous appelez ça comme vous voulez, par rapport à l'affiliation de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, engager la responsabilité d'un dirigeant sur le fait d'avoir validé la licence et de se porter garant de la moralité de quelqu'un, c'est pas simple là, comme sujet. Hein. C'est pas simple pour nos anciens dirigeants. Hein. Je le dis franchement, hein, parce que c'est du vécu. Alors, en l'occurrence, c'est pas se porter garant de la moralité, c'est ce serait valider une fausse déclaration. Alors après effectivement, hein, ça peut. Oui, c'est valider une fausse déclaration. Mais pour ne pas valider une fausse déclaration, ça veut dire que tu connais parfaitement la vie et la moralité de la personne. Ça. Enfin bon, c'est nouveau et ça sera pas aussi simple qu'on le pense à le faire adopter par tous nos présidents d'associations qui sont confrontés à un problème, je vais dire assez nouveau, mais voilà, hein, c'est l'actualité qui malheureusement qui veut ça. Hein. En tout cas, question au ministère, parce que effectivement, comme tu le disais joliment avec les bénévoles personnes en voie de disparition, oui, moi aussi, je pense qu'il faut qu'on soit très, très vigilant à ce que ce soit suffisamment bien fait pour que pas un dirigeant ne considère qu'on lui demande, l'UFOLEP ou l'État ou les deux, de devenir flic. Parce que c'est pas l'objectif, c'est de faire, encore une fois, de tous ensemble faire de la prévention. Juste une anecdote, hein, puis après je ne veux pas monopoliser la parole, mais quand on s'est aperçu de ça un peu incidemment dans le nouveau bordereau d'affiliation, hein, il me semble que c'est là-dedans que ça a apparu pour la première fois, sans avoir eu forcément d'infos en amont. Quand on a examiné ça avec quelques membres du comité directeur, rien que le mot certificat d'honorabilité a déjà suscité pas mal de discussions au sein de ceux à qui l'honorabilité c'est quelque chose
je sais plus, un Steremu qui disait que l'honneur, c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois. Hein. Bon, on n'est pas dans le midi, mais c'était un sujet quand même très sensible chez nous. Et rien que ça, ça a déjà. Alors après, on l'a un peu dédramatisé, vulgarisé, mais voilà. Je pense qu'il faut tenir compte de tous ces aspects-là, parce que l'UFOLEP, vous le savez tous, et c'est pour ça qu'on adore y être. C'est pas une fédération comme les autres, et pour de multiples raisons, quoi. Hein. Alors, il y a Natacha qui rappelait dans le chat quelque chose d'important, on n'est pas d'accord que ce ne sont que les animateurs, bénévoles et encadrants qui sont concernés, qu'il n'y ait pas de quiproquo par rapport à ça. On est bien d'accord que ce ne sont que les personnes qui, à un moment donné, seront engagées enfin pas engagées au sens professionnellement, mais seront amenées à encadrer une activité ou enfin voilà, des jeunes. Il me semble qu'on avait eu aussi à parler d'un sujet, Charles, sur à partir de quel âge on peut être contrôlé, c'est-à-dire est-ce qu'un mineur dirigeant sera également contrôlé, un mineur bénévole sera également contrôlé. Oui. On avait fait la vérification ensemble, c'était toi qui avais soulevé la question. Et le fichier informatisé, je ne vais jamais retrouver tous les… Bon, bref, le FIGES recense les majeurs et les mineurs. On peut avoir été condamné en étant mineur. Donc, d'où l'importance, effectivement, que les associations, même chez leurs bénévoles du jeune âge, on va dire, enfin, les jeunes bénévoles soient également déclarés comme encadrants pour pouvoir être contrôlés. Alors, il y avait une question également de François par rapport à la question du rôle des départements dans ce procédé. Est-ce qu'ils vont devoir contrôler aussi les demandes de licence, donc les présidentes de département? Alors, est-ce que la question, c'est le strict identique de la responsabilité pour un président de club de repérer une fausse déclaration, et là, ce serait la même chose au niveau du comité qui repérerait qu'un secrétaire d'une association n'a pas coché. C'est ça? Parce que je vois pas de différence possible. Pour moi, c'est exactement le même sujet. Pour moi, c'est quelle est la responsabilité d'une personne, d'une structure par rapport à une fausse déclaration d'un adhérent. C'est pour moi ça la question qu'il y a à poser au ministère, et elle concerne un président d'association, de comité régional ou de fédération. D'accord, peu importe tant qu'on a une association. Tout à fait. C'était d'ailleurs pas une question, mais une remarque. Si on considère qu'un président d'association doit vérifier toutes les licences, on doit considérer qu'un président de comité doit vérifier toutes les licences. Je suis absolument d'accord. Pour les comités de 20 000 licenciés, je leur souhaite du plaisir. Mais ce n'est pas toutes les licences, c'est ça enfin là, je pense qu'il y a un problème, c'est uniquement les personnes dirigeants et les animateurs, animatrices des structures. Ce n'est pas toutes les licences qui doivent être contrôlées. Oui, Natacha, mais pardon. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, François. S'il faut contrôler avec l'hypothèse qu'un dirigeant n'a pas coché sa case dirigeant, c'est toutes les licences avec une incapacité bien grande de contrôler les animateurs mineurs qui devraient aussi cocher la case animateur. Peut-être que là, on ne se comprend pas sur l'étendue. Je pense que si, sur l'étendue du contrôle. Mais bon, effectivement, comme le dit Natacha, un comité de 20 000 licenciés, il ne va pas contrôler 20 000 coches. Il va contrôler au niveau des éducateurs, les quelques dizaines ou centaines de dirigeants et d'éducateurs. Il n'en reste pas moins que moi, si j'étais président d'un comité, qu'est-ce que j'en sais qu'il y a une gamine de 16 ans qui, sur la section de gym, fait de la parade sur un groupe de petites?
Donc, c'est pour ça que moi, quand on a commencé à discuter de ce sujet, on verra la réponse du ministère, mais c'est pour ça que moi, je trouve que faire porter à Catherine ou à vous tous et toutes, vous faire porter une responsabilité d'une fausse déclaration que vous n'avez pas faite, juridiquement, ça me paraît quand même mal embarqué, mais on verra. Alors, a priori, peut-être que ça se gérera après, mais François disait que, tout comme Lionel, quand il y avait eu le renouvellement des licences, il n'y avait pas la question de l'honorabilité. Alors, il y aurait des disparités territoriales parce que c'est pas le cas d'autres. Non, sur les formats papier, il a raison. Effectivement, ça n'apparaissait pas. Donc, c'est-à-dire les renouvellements en format papier, ça n'apparaissait pas. Tout à fait. Qui a été fait non avant, ça n'existait pas. Natacha, il y a une partie de ce que tu as dit qui a été coupée, mais tu disais que le renouvellement en papier, ça n'y était pas, et tu parlais à l'imparfait, c'est-à-dire que depuis, ça a été corrigé? Non, enfin, tout ce qui est renouvellement papier, c'est envoyé dès le mois de juillet, août, ça dépend les périodes, enfin, ça dépend des départements, dans les comités et dans les associations. Et sur le web Affilig, effectivement, dès le 1er septembre, on pouvait saisir les licences, ça n'apparaissait pas. Mais après la mise à jour qui a été faite le 7 septembre, c'est apparu. Alors, c'est noté. De toute façon, pour répondre à, je ne sais plus son prénom, c'était Lionel? Lionel et François, oui. Oui, c'était Lionel et François. De toute façon, au 1er janvier, tous les gens qui ont renouvelé sans qu'il y ait case à cocher ou tous les gens qui ont rempli avec case à cocher mais sans le faire vont devoir le faire. Il y a Marco qui a levé la main. Oh oui, il attend le Marco là. Vas-y Marco. Oui, moi pas bien, mais il faut dire que tu es à 3000 mètres d'altitude dans ton jet là, donc. C'est que j'ai pas forcément les bons outils. Non. On n'entend rien, Marco. Non, c'est vraiment trop mauvais. Est-ce que Marco, peut-être que tu peux écrire directement dans le chat ta question ou ta remarque? Il y avait Céline qui avait levé la main aussi, mais qui l'a rebaissée. Est-ce que c'est normal ou est-ce que tu souhaites prendre la parole? En fait, j'allais dire la même chose, c'est sur les fiches au niveau renouvellement, on n'avait pas la case sur le papier. Et pour l'instant, comme c'est pas bloquant, donc moi j'ai les dirigeants, je les entre comme ça sans mettre l'affiliation. Par contre, à partir du 1er janvier, si on a besoin de réintervenir dessus, on sera bloqué. Oui, il y aura une manip informatique à débloquer pour web Affilig, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Ça, ce sera pas normalement, ce ne sera pas le souci. Bien. Alors, petite info privée pour Fanny, ce n'est pas la peine de poursuivre sur le diaporama. Tout ce qu'il y a après a déjà été vu. À propos du web Affilig, une question? Oui, Bruno. À propos du web Affilig, que je ne connais pas suffisamment, alors comment dire, est-ce que le fait de ne pas cocher cette case alors qu'on est dirigeant ou animateur sera bloquant? Oui. Mais tu en avais peut-être déjà parlé précédemment, non? Oui. Voilà. C'est justement ce qui ne l'est pas jusqu'à présent parce qu'on n'est pas encore au cut du 1er janvier et qui le sera à compter du 1er janvier. Donc, une raison de plus pour motiver nos assos à passer par le web. De toute façon, oui. Là, tu prêches un convaincu, là. Je pense qu'il faut juste le rendre obligatoire, voilà. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Alors, alors Marco qui nous dit, qui nous écrit, je te laisse lire. Marco qui nous écrit, ouais. Pour moi, c'est plus un outil au service des responsables associatifs pour, entre guillemets, faire le ménage, car malheureusement, en UFOLEP, nous ne sommes pas épargnés par les affaires, mais oui, l'UFOLEP fait partie de la société, donc
dans la société, il y a des violences à caractère sexuel. Donc, à l'UFOLEP, ça existe aussi. On n'est pas sans avoir des prédateurs sexuels qui traînent ici ou là, le moins possible, bien sûr, ou des violences tout court. Je peux vous dire que m'occupant du disciplinaire, la période notamment du confinement sanitaire, la sortie du premier confinement sanitaire a donné lieu à des violences que j'avais jamais vues moi l'année précédente. Donc, évidemment, c'est la grande vigilance et c'est la plus grande prévention. Et évidemment que cette fameuse case à cocher dont on a tant parlé, si jamais elle aura servi à ce qu'il y ait quelqu'un qui est un auteur d'infraction sexuelle et qui est à l'UFOLEP au moment de renouveler sa licence à compter du 1er janvier, il va se dire c'est peut-être le moment que j'aille voir ailleurs, ou c'est peut-être le moment que je me remette dans le cadre. Ce sera toujours ça de prix. On sait qu'il y a des domaines comme le dopage où les méchants vont toujours plus vite que les gentils. Ils ont toujours un temps d'avance, mais je pense quand même que il faut souligner le caractère volontariste là du ministère sur ce dossier pour arrêter les frais, quoi. Et ça concerne bien sûr les cadres bénévoles et le public auquel on fait référence aujourd'hui, mais ça concerne aussi les cadres d'État, parce que si on prend l'exemple de la Fédération des sports de glace ou de la Fédération de judo ou d'autres fédérations, et moi je connais très bien le milieu fédéral et j'y ai été confronté aussi au tennis de table avant, le contrôle de l'honorabilité, même si le terme, je suis d'accord pour dire qu'il est inadapté, il est nécessaire, et faire le ménage chez soi, c'est bien. Que le ministère fasse le ménage, pas seulement chez les autres, mais chez lui aussi, c'est bien, je pense. Il y avait une question que j'avais oublié de faire remonter tout à l'heure qui concernait les personnes qui ne prennent pas de licence. Là, ces personnes-là qui sont adhérentes de l'association, on est d'accord qu'il n'y a pas de contrôle qui peut s'appliquer dès lors qu'ils ne prennent pas de licence dans la fédération. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le début de ta question. Quelqu'un qui viendrait dans l'association, mais qui n'en serait pas licencié? Licencié, oui, qui serait adhérent simplement et non licencié. Ah si, adhérent, oui. Membre d'une association, oui. Oui, mais il faut qu'il ait pris une licence à l'UFOLEP pour pouvoir être contrôlé. Les UFOPAS. Oui, je ne vois pas quel autre. Là, toi, tu parles de quelqu'un qui est adhérent au sens qu'il ne fait que payer une cotisation à l'association sans faire partie d'une quelconque fédération ou organisme autre. Oui, c'était simplement que le dispositif ne s'applique qu'aux adhérents pour lesquels l'association a pris une licence. Ils ne sont pas chez nous. Nous, on peut agir auprès de l'UFOLEP. Il y a Marco qui nous écrit: la difficulté, c'est que le registre révèle tout type d'infraction, y compris hors sport, comme excès de vitesse avec alcoolémie. Est-ce une raison pour expulser un encadrant? Alors là, ça me semble être à préciser. Pour moi, le FIGES, alors il y a eu le V qui a été rajouté après le S, mais c'est le fichier des auteurs d'infractions. Le AIS, c'est le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et de violence. Sur l'honorabilité, pour moi, ça ne concerne pas des faits. Je pense que le tri est à faire. Le tri est à faire sur le fait de pouvoir encadrer quelqu'un qui, on va prendre un exemple, il y avait alcoolémie, quelqu'un qui était sous alcool et qui a pris la voiture et qui avait 3 gamins dans sa voiture et qui a eu un accident. Si je suis papa, moi, d'une gamine et que je suis président de l'association, je ne vais pas lui confier ma voiture non plus. Donc, il y a des cas qui me semblent évidents, mais c'est pas, je dirais que là, c'est pas l'objet de la recherche. Là, on cherche clairement les auteurs d'infractions sexuelles. C'est ça ce qui est recherché. Comme dit Michel. Michel, voilà, qui ont oui, c'est pas l'objet de s'approcher, par exemple, ou de côtoyer une certaine population. Oui, moi depuis le début de ce dossier,
y compris pour la convention dont je vous parlais au mois de février, j'ai jamais entendu parler d'autre chose que de ce cadre-là. Alors, François demande si on a le nombre de dirigeants au niveau national. Oh, bah, non, mais il faudrait faire. Ah, au niveau l'UFOLEP national ou sur l'ensemble de l'UFOLEP? Je pense que c'est sur l'ensemble de l'UFOLEP. Ah, ben, on a 7500 clubs. Il faudrait faire la moyenne du nombre de 7500 clubs, 100 comités, 101 comités, 13 comités régionaux de l'UFOLEP national. C'est quoi la moyenne du nombre de dirigeants élus sur un club UFOLEP? Entre 5 et 10 peut-être? Donc, ça fait voilà. Voilà la fourchette. Ah non, c'était pour l'UFOLEP national. D'accord. D'accord. Donc, sur l'UFOLEP national, il y a Michel et Natacha, combien vous êtes? 35? 30. Non, pardon. Non, 30. pardon. On est 30. Non, pardon, c'était bien à l'échelle de l'UFOLEP national. En tout. C'est-à-dire Ouais. que… De l'ensemble. Oui, tu parlais du nombre d'associations. Les élus sont ceux du comité directeur. Donc, Oui. c'est 9 à 20 personnes, grosso modo. C'est juste pour avoir une idée de savoir si en UFOLEP, on a le nombre d'associations multiplié par 20 personnes qui déclarent être dirigeants. Alors ça, Philippe nous le. Ouais, je peux pas te le dire là maintenant, mais c'est facile à savoir. Ouais. Ok. Et du coup, il y a Céline qui nous demande qu'est-ce qui se passe si un dirigeant est contrôlé comme inapte, par qui les comités seront prévenus? Ben là encore, c'est le cas ouvert dont je vous ai parlé. Pour l'instant, le lien institutionnel, il est entre le ministère et les services de police, bien sûr, sur la partie répressive, et sur la fédération au niveau national. C'est ce qui nous a été dit et écrit jusqu'à présent. Donc, charge au président national de juger de l'opportunité de dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, et quoi faire en fonction de l'échelon et de la gravité et de la suite donnée, parce que les cas peuvent être multiples entre quelqu'un qu'il faut… je veux dire, prenons encore une fois, essayons d'illustrer quelqu'un qui aurait commis une infraction sexuelle. Alors, on va dire, quelqu'un qui aurait, on va prendre un exemple précis, des attouchements sexuels qui auraient donné lieu à une condamnation avec 2 mois de prison avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer. Et c'est là où c'est le plus grave, c'est le FIGES et inscription au FIGES. Parce qu'en fait, l'inscription au FIGES fait que ce n'est pas 1 an, c'est jusqu'à ce qu'il en sorte. Donc, s'il y est tout le temps, dans un cas comme celui-là, on voit mal la fédération ne pas s'adresser au président de club au minimum pour informer, parce que le président de club qui du jour au lendemain voit son éducateur bénévole qui vient plus à la salle, il va pas comprendre. Donc forcément qu'il va y avoir une information, mais il va y avoir, ce sera à mettre en place, mais il faudra une cellule de crise, mais il faudra expliquer. Voilà. Mais en allégeant, prendre en charge, accompagner et alléger les dirigeants locaux, parce que, encore une fois, Catherine l'a bien dit tout à l'heure, quand quelque chose de cette nature-là vous tombe sous le nez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas expert. Hein. C'est pas simple à gérer. Donc, je pense que là encore, c'est plutôt rassurant que le ministère s'adresse à l'échelon national pour gérer des situations complexes plutôt que de charger des associations qui n'ont pas forcément les ressources en interne pour pouvoir s'occuper de ça. Et qui seront bien contentes d'être épaulées aussi, parce que sont souvent seuls dans ces cas-là. Et du coup, Marco, il s'interroge par rapport à la responsabilité du national quand justement cette communication des informations ou non. Ce sera fait en lien avec le ministère. Là, on a eu un guide, pour l'instant, qui est un guide de mise en œuvre administrative, technique. Il va y avoir, ou s'il n'y a pas déjà, un référent ministériel sur la mise en œuvre derrière, parce que ça va
entre guillemets, inonder le sport. Là, on n'est qu'à du Folep, mais il y a des millions et des millions de licenciés en France et des millions de dirigeants et d'éducateurs et des dizaines, des centaines de fédérations qui sont concernées par cette mise en œuvre. Donc, tout le monde va être… on va recevoir des informations et un accompagnement du ministère pour prendre ça en charge. J'espère. Ok. Merci Charles pour ces compléments. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce sujet? Est-ce que Charles, il y a d'autres éléments? Eh ben, moi, je voudrais vous remercier parce que ce n'est pas le sujet le plus rock'n'roll que j'ai eu à traiter en intervention. J'avais une petite question, Blandine. Oui. Donc, le fichier est basé uniquement sur les condamnations, on est bien d'accord. Donc, sachant le nombre de délits est supérieur au nombre de condamnations, qu'envisage le gouvernement dans une phase 2? Parce que pour l'instant, on contrôle que ceux qui ont été condamnés. Donc, il en reste beaucoup d'autres qui n'ont jamais été condamnés. Donc, est-ce qu'il y a une phase 2 concernant le contrôle des encadrants où il est uniquement basé sur ceux qui sont condamnés? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis par rapport au rapport entre le nombre de délits et le nombre de condamnations, parce que ça ne rentre pas… Là, il n'est pas question des faits qui donnent lieu à une enquête, etc. Enfin, avant d'être condamné, la personne, elle est innocente. Hein. Non, mais ce n'est pas ça du tout que je voulais exprimer. Ah d'accord, pardon. Je veux dire que pour l'instant, le rapprochement, il se fait qu'avec les condamnations, on est bien d'accord, qu'avec les personnes qui ont été condamnées. Je suis désolé, j'ai eu un appel en même temps et ça a coupé le son. Oui, le rapprochement, il se fait qu'avec les personnes qui sont condamnées. Les personnes inscrites au fichier. Oui, d'accord, donc qui ont été condamnées, c'est ça. Ce qui fait qu'on pourrait, oui, condamner, mais… il en reste quand même beaucoup, c'est ça que je voulais exprimer, il en reste quand même beaucoup qui n'ont pas fait l'objet de condamnation. Ah, mais il y en a même, j'en connais, qui ont été condamnés pour des faits de violence sexuelle et qui n'ont pas négocié, mais qui ont obtenu de ne pas être inscrits au fichier pour pouvoir continuer à exercer. Oui, c'est ce que j'avais entendu aussi. Oui. Donc, imaginez le président d'association qui est face à quelqu'un qui est dans cette situation. Oui, qui ont fait effacer de leur casier des condamnations. Pas effacé, le jugement n'a pas prévu l'inscription au fichier pour permettre à la personne une seconde chance et de pouvoir continuer à enseigner. D'accord. Peut-être que si c'était aujourd'hui, parce que c'est à quelques années, je ne suis pas sûr que ça arrive encore. Il y a encore toujours le problème des faits qui se sont déroulés il y a trop longtemps, par exemple, pour pouvoir être condamnés, qui sont aussi malheureusement… qui permettent à ces personnes-là de contourner leur inscription sur le fichier. Et puis j'avais une autre remarque aussi, c'était dans la revue En Jeu, vous aviez publié, enfin la revue nationale, il était publié les statistiques qui sont, je dirais, assez surprenantes sur les condamnations, sur les contrôles qui ont été effectués récemment. Beaucoup viennent sur les éducateurs sportifs et normalement ce contrôle était à la charge de l'État. Donc on peut aussi s'interroger sur la défaillance du contrôle. Là encore, c'est du déclaratif. C'est comme la loi qui vous oblige à avoir le permis de conduire, mais vous pouvez rouler sans. Non, mais par rapport aux cartes d'éducateur sportif, donc normalement, c'était à la charge. Ah, d'accord, c'était aussi des cartes. La carte d'éducateur sportif, moi, si je n'étais pas allé la faire, personne ne me l'aurait donnée. Hein. Non, mais c'est sur ceux qui avaient déjà la carte d'éducateur sportif. Les contrôles ont été effectués et là, on se rend compte que beaucoup ont été dans le fichier ou n'ont pas été contrôlés par l'État, déjà à la base. Alors pour le coup, je peux en parler parce que j'ai effectué cette mission il y a 20 ans maintenant dans une direction départementale où je m'occupais du contrôle des éducateurs sportifs. Et il y avait déjà à l'époque un fichier, c'est ceux qui éditait les cartes professionnelles, qui interrogeait le casier judiciaire à Nantes, à l'époque en papier,
Donc, toutes les cartes, je peux vous dire que pour ce qui me concerne, toutes les cartes professionnelles que j'ai délivrées, elles étaient sur la base d'une vérification du casier judiciaire. D'accord. Donc, c'était plutôt le problème, c'était que dans mon fichier, j'avais peut-être la moitié ou le tiers des éducateurs sportifs du département. Ah, d'accord, ok. C'était ça le problème. Ah, oui, c'était la déclaration qui n'était pas faite. D'accord, ok. Je comprends mieux la statistique maintenant. Merci. Merci Blandine pour ces questions, remarques. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui auraient d'autres questions ou remarques? Il y a François qui fait une remarque par rapport aux salariés départementaux, notamment aux délégués, qui n'étaient pas licenciés pendant longtemps et qui auraient peut-être quelque chose à mettre en place pour que les salariés soient licenciés. Alors pour moi, il y a deux. Faire l'objet de ce contrôle. Pour moi, il y a deux cas. Un délégué qui est administratif, coordonnateur, gestionnaire, qui n'est pas en contact avec du public en termes pédagogiques, qui n'est donc pas encadrant ou animateur, il n'a pas plus de raison d'être contrôlé que le comptable ou le. Par contre, un animateur, un développeur, etc., de toute façon, il doit avoir sa carte professionnelle et rentrer dans la. C'est pas en tant que délégué qu'il est contrôlé, c'est en tant qu'éducateur sportif avec sa carte professionnelle. Ok. Merci Charles pour cette précision. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais simplement vous projeter également les affiches de prévention qui ont été faites par le ministère des Sports, donc justement pour accompagner ce dispositif ministériel. Vous pouvez les retrouver évidemment sur le site du ministère, mais je vous les ai aussi mis sur le site du guide associatif. Donc, il y a à la fois des affiches vraiment types qui peuvent être mises dans les clubs, par exemple, dans les espaces d'affichage qui sont prévus à cet effet. Et après, il y a d'autres supports un petit peu plus loin, un petit peu plus explicatifs sur ce qu'est une agression. Enfin, voilà, des éléments qui sont intéressants, toujours dans une démarche de prévention, à consulter, à distribuer. Donc, vous pouvez les retrouver à cet endroit-là. Je voulais également aussi vous faire part de quelque chose que j'ai vu au niveau de la DRJSCS d'Île-de-France, qui a mis en place des sessions de sensibilisation et de formation sur la prévention et la lutte contre les violences et les dérives sexuelles. Donc là, je vous ai mis les liens vers les sessions de sensibilisation et il y a également ici les dates de formation. Donc, j'ai pas pu évidemment éplucher toutes les régions pour savoir si ça se faisait par ailleurs. Mais en tout cas, si ça se fait sur une région, c'est possible que ça se retrouve sur d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir si ce type de formation ou de session de sensibilisation vous sont accessibles dans vos territoires. Si on n'a pas d'autres questions, alors du coup, je vais faire un... Il y a eu des remarques, questions dans la discussion pendant que tu faisais ton exposé sur de Marilyn. C'est par rapport à le délégué prend quel type de licence alors? Donc, le délégué ne prend effectivement pas forcément de licence. Moi, je suis cadre d'État, mais je ne suis pas licencié à l'UFOLEP. Donc, un délégué peut être salarié d'une entreprise de l'UFOLEP sans forcément payer une cotisation et une licence s'il n'est pas pratiquant. Donc, c'est une éventualité, ne pas en prendre. Ça dépend de son contrat de travail aussi. Peut-être que dans la négociation, il peut y avoir le fait d'être licencié, j'en sais rien. Mais ça, c'est à voir localement. Et après, le type de licence, c'est en fonction de son type d'encadrement. S'il est animateur, il va prendre une licence animateur. Et s'il est, je sais pas, officiel, dirigeant, non, ça, c'est pas possible. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui sont développeurs. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui sont prévues dans la licence que animateur. Je ne sais pas. S'il n'y a rien d'autre, alors animateur. Et puis, s'il est animateur et qu'il a sa licence, le contrôle de son honorabilité, comme le dit François après, est prévu par sa déclaration d'éducateur d'APS.
Et ensuite, on a mis quand même des commissions techniques dans lesquelles il y a des mineurs. C'est une appréciation. Pour moi, une réunion, je vais vous dire, c'est une question pour moi de bon sens et chacun a son appréciation du bon sens et de la bonne distance par rapport à une situation. Si c'est faire des réunions qui ont lieu entre 20h et 22h et où la personne elle est accompagnée par ses parents, je vois pas ça me paraît pas être rentrer dans le cadre. Si on se retrouve pour faire un séminaire de 2 jours dans une forêt où il y a moi, le responsable, plus 3 mineurs, alors là, je suis carrément je suis évidemment dans une situation d'encadrement. Donc, c'est à chacun de juger de la situation d'encadrement, d'apprécier. Voilà. Ok, merci Charles pour ces précisions. Merci à vous. Merci d'avoir. Je vous remercie d'avoir fait de la prévention, parce que votre questionnement et votre problématique sur la responsabilité face aux fausses déclarations, si ce n'était venu aujourd'hui, ce serait venu plus tard. Et autant que ça arrive avant la mise en œuvre au 1er janvier et qu'on puisse faire de la quête d'information auprès du ministère. Et puis votre présence souligne votre intérêt pour la question. Donc, merci beaucoup. Ok, donc on vous enverra les informations par mail. Et si vous avez apprécié cette webconférence, que vous souhaitez la revoir, elle sera disponible en replay. Donc, je vous l'enverrai par mail, mais elle sera aussi sur la chaîne YouTube de l'UFOLEP, sur l'onglet outils du WebAFI League et enfin sur l'extranet du site de l'UFOLEP. Mais le cycle de webconférence ne s'arrête pas là. Il y en a encore plusieurs qui sont programmés pour le mois de décembre et qui s'affichent du coup à l'écran. La prochaine, elle est faite par la Ligue de l'enseignement. Elle concerne l'ASSM et donc du coup les réductions, ce qui a été négocié par la Ligue de l'enseignement. Le 8 décembre, cette fois-ci, elle est faite par l'UCEP. Du coup, une formation des élus des comités départementaux. C'est la prochaine webconférence qui est organisée par l'UFOLEP. On se retrouve le 15 décembre et elle portera sur les modèles d'adhésion associatifs, avec notamment le témoignage d'associations et de comités qui ne proposent pas que des adhésions à l'année, c'est-à-dire des adhésions également au trimestre, au mois, voire des packs séances. Donc, si vous avez envie de découvrir ces sujets-là, notamment le sujet donc, des modèles d'adhésion associatifs, qui peut peut-être nous interpeller sur cette période particulière qu'on vit d'interruption pendant l'année successive, je vous invite à vous y inscrire, toujours par le même lien avec lequel vous vous êtes inscrit pour cette conférence. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller directement ou votre département si vous êtes une association, pour qu'on puisse se retrouver prochainement. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne journée à tous, bon courage et on reste connectés pour en savoir plus ce soir. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir tout le monde.